On entend souvent dire que le métier de dev est un métier d'artisan, car au final très manuel et dans la construction. Ici, on y répond parfois que c'est un métier d'artiste, car très lié à de l'inspiration et à de la création. Pour enfin répondre au débat, cet été nous allons rencontrer des artisans et des artistes pour savoir comment ils travaillent et quelles sont les similarités dans nos activités. Pour répondre à ces questions de matière, je ne reçois pas François Lambrouille, mais elle s'y connaît en cuir. Caroline, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Caroline, la première question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que toi tu te définis comme artisan ou comme artiste ? Eh bien, ça dépend si je parle à des artistes ou à des artisans. C'est-à-dire qu'en fait, du côté artisan, j'aime bien mettre l'étendard artiste parce que je fais beaucoup de création et que j'ai une vision, je fais de la peinture depuis que je suis gamine, etc. Donc j'ai beaucoup cette vision-là. Et du côté artiste, quand on me dit « Ah, t'es une artiste », je dis « Non, je suis aussi une artisane parce que je sais faire, fabriquer. » Et c'est pas forcément donné à tous les artistes de pouvoir réaliser certaines choses dans certains domaines, quoi. Comment est-ce que toi tu fais cette distinction entre... C'est quoi pour toi la différence entre l'un et l'autre ? Pour moi, l'artiste, il a une vision globale qui va plus loin que le côté utilitaire. Alors que l'artisan, il va aussi avoir une vision globale, mais du côté utilitaire et pas forcément d'un côté design et puis esthétique, quoi. Parce que pourtant l'art a une utilité aussi. Oui, mais alors là, on va... Là, je suis d'accord, on part direct dans un autre sujet. Il y a dans mon atelier, mais oui, tout à fait. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs, nous raconter déjà un petit peu ton métier, ce que tu fais et ce que tu travailles ? Alors moi, je suis sellière maroquinière, c'est-à-dire que je travaille le cuir, mais sans machine à coudre. Donc la sellerie, ça vient de la selle de cheval, voilà, et donc j'utilise le fameux point sellier, qui est une technique de couture à la main dans le cuir, qui est pérenne. Et j'ai choisi de faire des articles de maroquinerie. C'est pour ça qu'on associe sellerie, maroquinerie. Voilà, parce qu'on peut être sellière nageur, sellier bourrelier, voilà, c'est une spécialité. Souvent, quand les gens entendent sellerie, ils pensent évidemment à la sellerie automobile, qui est le mot est un peu galvaudé par cette utilisation-là. Mais originellement, ça vient de la selle et du point que faisaient les selliers. Voilà. Donc toi, tu utilises une technique, mais aujourd'hui, tu fais pas de sellerie de voiture ou de selle de chevaux ou ce genre de choses. Non, voilà, c'est pour ça que je suis sellière maroquinière. Je fais des articles de maroquinerie, même si je fais des fourreaux, je répare des fauteuils ou des choses comme ça, mais oui. Comment est-ce que tu en es venu à ce travail du cuir ? Ça vient d'une brocante où je cherchais une table basse. Et sur un stand, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, les pots, toi, tu vas faire quelque chose avec les pots, etc. » Je ne sais pas pourquoi cette personne m'a dit ça. Donc, je me suis retournée et c'est vrai que j'ai toujours été manuelle, pas seulement dans la peinture, mais voilà. Et du coup, je me suis dit « Tiens, je vais me faire un sac » parce que je n'avais pas de sac en cuir encore. Et je me suis dit « Je vais le fabriquer ». Donc, j'ai acheté les pots. Bon, elles sont avérées un petit peu sèches avec le temps. Alors à l'époque, il y avait déjà YouTube, mais franchement, il n'y avait pas de tuto. Donc ça a été très difficile. En plus, j'y connaissais rien et j'ai bien vu que c'était pas comme le tissu ou la laine bouillie que j'avais déjà commencé à travailler. Il y avait vraiment des techniques. Donc j'ai fait quelque chose où il y avait plutôt des rivets, c'était collé. J'ai fait comme j'ai pu, mais j'étais très contente de porter mon sac. Et après, ça m'a trotté en tête, j'ai voulu en racheter. Ça se trouve pas aussi facilement que le tissu. Donc, j'ai un petit peu farfouillé ce que je pouvais trouver. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver de stage ou autre. Donc, je suis allée plutôt designer une collection que j'ai proposée à des entreprises de maroquinerie.
Alors, en cherchant sur des sites web, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas trop de style. Donc, du coup, je suis arrivée en disant « Regardez, ça, c'est sympathique. Vous qui savez où fabriquer ou autre, ça serait sympa de la faire. » Et du coup, il y a une entreprise avec qui on a fait un contrat et on a fait la collection, voilà. Mais du coup, j'en suis arrivée à faire. Pourquoi ? Donc, d'abord, j'étais designeuse, en fait, pendant 1 an et demi. Mais tu avais eu une formation ou une expérience Non, dans en fait, le design ? à l'époque, j'étais maquilleuse professionnelle. Ok. Voilà. Donc, d'où les pinceaux, la peinture, etc. Et, Parce que j'imagine que quand tu dessines un sac, il y a certes l'aspect esthétique, mais il y a aussi une expérience pour que le sac soit utile. Tu parlais tout à l'heure d'utilité, mais faut que le sac soit fonctionnel. Bon, même si on peut voir sur certains défilés des sacs qui sont clairement pas du tout fonctionnels, mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'imagine aussi que quand tu dois dessiner un sac, tu as aussi une réflexion de la façon dont il sera fabriqué derrière, parce que du coup, tu as un ensemble de pièces où tu sais ce qui peut s'assembler ou pas. Donc, toi, tu as commencé à dessiner sans avoir tout ce bagage-là, ou tu avais déjà une culture ou une appétence pour tout ça ? En fait, moi, j'avais déjà fait des sacs en tissu et en laine bouillie. Donc, Ok. en fait, les volumes, tout ça, ça ne me posait pas de problème. Ok. Juste, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis allée là. Et justement, le dialogue avec l'usine et l'artisan de l'usine n'a pas été simple pour plusieurs raisons. Déjà, il me regardait beaucoup de haut. Mais bon, on a réussi à sortir des choses. Sauf que quand c'est arrivé, il n'avait pas collé comme j'avais dit, selon les plans. Bref, il avait pris plein de libertés. Et du coup, ça ne m'a pas plu. Et il m'a dit, oui, mais vous ne savez pas faire. Donc du coup me dire Piqué ça, au vif. voilà. Donc j'ai dit si on continue, je vais essayer d'apprendre. Donc à la base j'ai cherché une formation, d'abord un stage. Bon, j'ai bien vu que c'était pas très faisable de trouver un stage. À l'époque déjà l'artisanat n'était pas forcément aussi, avait pas le vent en poupe comme aujourd'hui. Et de plus, un stage, moi qui aujourd'hui suis artisane, je prends des stagiaires parce que je sais que c'était difficile d'en trouver, mais c'est vrai que c'est énormément de temps de la part d'un artisan, donc ce qui fait qu'il faut avoir, moi quand je prends des stagiaires, j'ai un retour avec. C'est-à-dire que j'ai pris des gens qui venaient de la poterie, de la peinture, de la tapisserie, enfin de plein de domaines différents, mais parce qu'il y a un retour et un échange qui se fait. Donc, je me suis dit, je vais faire une formation. Comme ça, je vais apprendre et je vais pouvoir lui dire, non, tu fais comme ça parce que je sais qu'on fait comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée, je vous passe les 1 an et demi avant de pouvoir rentrer dans la formation, parce qu'à l'époque, il y avait que 12 places. Ah oui. Et on ne pouvait se présenter qu'une fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de formations, donc vous pouvez vous lancer dans la maroquinerie. Il n'y a pas de problème, il y a largement ce qu'il faut aujourd'hui. Et donc, je suis rentrée. Et c'est là où j'ai découvert le poincellier, parce que le poincellier, je ne le connaissais pas, je connaissais juste la machine à coudre. Et en rentrant dans l'école, le premier jour, j'ai eu une révélation quand le prof a expliqué qu'on allait faire ça. Donc c'était aussi quelqu'un de passionné, c'est un MOF, quoi, meilleur ouvrier de France, il nous explique ce qu'il va faire. Et je me suis dit, waouh! Et en fait, toute l'année, je me suis concentrée sur le poincellier. On m'a prise pour une folle en me disant, mais pourquoi tu veux faire ça? Va à la machine, tu feras plus de coups, de marge par rapport à tes coups, tu iras plus vite, etc. Mais je dis, non, mais vous comprenez pas, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis très contente de faire partie de ceux qui ont tenu là-dedans et qui ont cette spécialité-là. Mais du coup, c'est un... Attends, avant de repartir sur le... J'hésite. Non, on va rebondir un peu sur ce que tu disais, notamment cette notion de stage, parce que l'idée, c'est de faire des parallèles du coup avec ton métier et mon métier. Dans le dev, on a aussi ce côté-là en fait de stage qui prend du temps. C'est-à-dire que on peut entendre parler dans les médias, dans les films, je ne sais quoi, des stages machine à café ou photocopieuse où tu as des stagiaires qui passent leur temps à faire des photocopies et du café. Dans le monde du dev, en fait... c'est certes un métier que tu apprends à l'école, mais en fait, tu peux pas juste être assis à côté de quelqu'un et le regarder faire ou faire des photocopies ou faire du café. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses qui sont quand même un niveau de technicité qui est quand même assez important. Enfin, c'est pas inné. Et du coup, c'est vrai qu'un stagiaire, ça prend du temps parce qu'il faut que tu le fasses progresser. Et puis, tu as une notion aussi de... Tu vois, nous, on sait que les jeunes, quand ils sortent d'école, ils ont une tendance de se dire je peux tout coder. Et du coup, ils veulent tout coder. C'est-à-dire que tu leur donnes un programme à faire, ils vont vraiment essayer de tout écrire. Quand tu as un peu d'expérience, tu sais que, en fait, il y a déjà des millions de devs à travers le monde qui ont déjà codé ce que toi, tu essaies de coder,
qui ont très récemment mis du code à disposition. Et donc, va plutôt prendre du code qui est déjà fait et concentre-toi sur des petits morceaux. Tu vois, tu as une espèce de culture de l'expérience qu'on essaie de transmettre comme ça aux plus jeunes. Et est-ce que vous aussi, vous avez cette distinction entre ce que tu apprends à l'école versus ce que tu apprends dans la vraie vie, comme on dit? Alors, oui, surtout que tous les professeurs sont différents aussi. Donc, parfois, j'apprends des stagiaires des choses qu'ils n'ont pas appris à l'école, où je dis non, là, on t'a montré ça, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, ça va paraître prétentieux, mais j'ai quand même eu un professeur meilleur ouvrier de France, et ensuite, j'ai été formé pendant 1 an et demi par quelqu'un qui a travaillé 20 ans chez Hermès. Du coup, je me fie aussi beaucoup à ce qu'ils font, puisqu'aujourd'hui, ils dirigent des ateliers. Donc, tu parlais, pardon, excuse-moi, j'ai perdu un peu tu parlais de spécificité. Moi, je vais d'abord mettre la personne sur la matière. Donc, comme je fais de la réparation dans mon atelier, je vais la mettre à nettoyer des sacs avant, à poncer, à démonter des choses, etc. Ensuite, donc je ne lui fais pas faire quelque chose de A à Z. Ouais. Ça va dépendre de ce qu'il y a au programme, mais je vais lui donner des tâches sur lesquelles je sais que je peux repasser derrière ou qu'il n'y a rien de grave si la personne coupe le fil ou autre. Voilà. Et tu sais aussi qu'il y a une valeur d'apprentissage. C'est des choses qui peuvent paraître comme étant des petites tâches, mais qui t'apprennent en fait. Complètement. Rien que de savoir nettoyer un cuir. J'ai fait un article sur mon site de blog là-dessus parce qu'en fait, on me demande tout le temps. On me demandait tout le temps. Alors qu'en fait, c'est pas compliqué du tout. Mais il faut pas oser à mettre de l'eau, mais pas sur tous les cuirs. Le savon, oui, on peut. Enfin, voilà, faut le savoir. Donc, du coup, déjà, ça fait partie de l'apprentissage de ce qu'on peut faire ou pas avec la matière. La personne, ensuite, je la fais toujours trier des cuirs pour qu'elle essaye de reconnaître un petit peu les différents animaux, etc. Sur les couleurs, les finitions. Et puis après, je la fais... travailler sur un porte-carte Navigo. Comme ça, la personne s'en servira. Voilà, le stagiaire s'en servira. Et puis, elle en fait d'abord 1 de A à Z. Et après, je lui en fais faire 3. Donc, mais avec 3 cuirs complètement différents. Parce que le même geste sur 3 cuirs différents, ça n'a rien à voir. C'est pas le même geste, en fait, du coup. Voilà, il faut adapter sa façon de tenir l'outil ou de regarder et réfléchir autrement. Donc, du coup, ça lui permet de s'adapter et puis de tester. Et puis après, par exemple, on peut passer... la personne peut passer 1 heure à poncer. Parce que je veux que le ponçage, au bout d'un moment, on regarde le geste, on essaye, et puis après, faut y aller. Et c'est plus on ponce, comme le cordonnier, c'est vraiment ça. Donc les personnes en stage, il n'y a jamais 2 personnes qui a fait la même chose, quoi. Ouais. C'est marrant parce qu'on retrouve vraiment la même logique, nous, dans le monde du dev, ce côté effectivement de comment nous on commence à travailler sur des petits bugs qu'il faut corriger à droite à gauche, des tâches qui peuvent paraître parfois un petit peu rébarbatives, mais qui en fait t'apprennent des petits trucs qui te permettent de naviguer dans toute la structure du code, de comprendre comment ça marche, comment ça s'enclenche avec tel truc. Et petit à petit, effectivement, on leur donne un petit projet à faire de A à Z. On n'a pas ce côté-là de le faire en 3 versions différentes, parce que c'est un moyen de le voir différemment, mais je trouve ça intéressant comme approche. Est-ce que toi, tu as connu ce même type de stage, ou c'est un truc que tu as mis en place parce que c'est ce que tu aurais aimé avoir? Alors moi, le premier stage que j'ai fait, c'était chez une sellière maroquinière. Elle était connue, mais personne ne voulait y aller parce qu'il fallait prendre 2 RER et que c'était au fin fond des 77. Moi, je regrette pas du tout parce que j'ai appris énormément en 1 mois, en fait. Et effectivement, elle m'a fait faire d'abord un peu de réparation, les petites choses qu'elle avait sous la main. Et le deuxième stage, je l'ai fait chez quelqu'un qui faisait de la sous-traitance pour des grands créateurs des marques de luxe. Et là, j'ai fait un peu de chaîne, mais de la chaîne à échelle artisanale. C'est-à-dire que on préparait des sacs pour des défilés, etc. Et là, j'ai utilisé des machines. Et j'ai fait plein d'étapes différentes aussi. On m'a mise à plein de choses. Donc, je sais pas. Non. Après, moi, en fait, j'ai pas du tout envie que les gens... Quand je fais passer un entretien pour un stage, je sais pas si c'est intéressant ce que je vais dire, mais peut-être ça répond plus largement à ta question. Quand je fais passer un entretien, j'explique qu'on va être dans 18 mètres carrés et que la personne va passer plus de temps avec moi, en fait, qu'avec sa famille ou son copain, sa copine. Donc, il va falloir qu'on s'entende et que si la personne vient, je veux pas qu'elle s'ennuie.
Et je veux que moi aussi, je puisse apprendre des choses. Donc c'est pour ça que j'ai accepté plein de gens qui étaient dans d'autres écoles ou autres, parce qu'ils ne sont pas venus tous chercher la même chose. Et je suis beaucoup plus exigeante avec les personnes qui, évidemment, sont en formation maroquinerie que des personnes... mais ça ne veut rien dire sur comment la personne va se débrouiller. Voilà, c'est-à-dire que la meilleure élève que j'ai eue, elle venait pas du tout de là. Elle avait 17 ans et elle voulait faire quelque chose. Voilà, donc... Parce que du coup, tu prends des profils qui n'ont pas forcément une formation de maroquinerie. Pas du tout, ouais. Non, vraiment, j'ai... En fait, c'est les gens qui viennent. Après, je les sens ou je les sens pas. Mais du coup, tu choisis quand même des gens qui ont une formation qui, entre guillemets, peut s'appliquer à ce monde-là, des gens tu vois, qui ne travaillent pas le tissu ou qui font, on va dire, qui sont dans la mode en général, ou tu peux prendre un mécanicien, un dev qui a envie de travailler le cuir. Alors, moi, je ne vais pas donner des cours particuliers. C'est différent. Si quelqu'un veut prendre des cours particuliers, on peut les prendre, c'est l'atelier libre, voilà. Mais quelqu'un qui a envie d'essayer, qui est curieux, qui s'est déjà intéressé au cuir et qui a envie de voir pendant un mois ce que ça fait, voilà. Donc là, je ne donnerai pas de cours, la personne peut me regarder et donc elle va faire plein de petites choses que je vais lui montrer, mais ce ne sera pas une formation ou un cours. Bien sûr. Mais oui, j'ai déjà pris des gens qui étaient vraiment dans des écoles... complètement différentes. Non, en général, c'est quand même des personnes jeunes. Les personnes qui sont plus vieilles que moi, que j'ai, sont des personnes qui sont en CAP maroquinerie. Ok. Pour continuer sur ce sujet de la formation, tu disais tout à l'heure que toi, quand tu as commencé presque par hasard, enfin, j'ai senti qu'il y avait une histoire quand même presque... une rencontre qui s'est faite de manière très très fortuite. Tu nous as dit qu'à l'époque, il y avait YouTube, mais il n'y avait pas beaucoup de cours qui existaient. Nous, dans le dev, on a beaucoup de formations qui existent aujourd'hui, de plus ou moins bonne qualité. Moi, quand j'ai commencé à apprendre ces métiers-là, Internet n'existait quasiment pas. Donc, il n'y avait pas de cours sur Internet. Moi, j'ai appris avec des bouquins, j'ai appris en faisant, en testant à l'ancienne. Et aujourd'hui, moi, je vois sur le marché du travail des jeunes qui, en fait, ont appris avec YouTube, qui ont appris avec un ensemble de blogs et de tutos. Tu nous disais qu'il y a de plus en plus de formations dans la maroquinerie. Est-ce que pour toi, ces nouvelles formations sont du même niveau que ce que... Alors, je me dis que tu as quand même été formé par un MOF ou une MOF, donc j'imagine que c'était peut-être d'un autre calibre, mais tu vois, comment est-ce que toi, tu perçois ces nouvelles formations qui arrivent, ces gens qui apprennent avec YouTube comment est-ce que tu perçois tout ça ? Alors, déjà, c'est d'actualité, parce que la formation que j'ai faite, c'était la dernière année, là. Ça ferme l'année prochaine. Du coup, donc c'était au sein de l'école Ferrandi, la grande école de cuisine. Il y avait 3 pôles, il y avait le bois, le cuir et la cuisine. Donc le cuir ferme cette année. Les formations, en fait, il y en a beaucoup en interne. Donc il y a des entreprises comme Hermès qui forment du coup les artisans en interne. C'est l'entreprise qui forme à son image. Après, il faut qu'elle soit certifiante pour avoir un CAP. Donc, c'est quand même les boîtes qui se montent ou ceux qui donnent des cours et qui sont certifiants, c'est de qualité. Hein. Donc, et en général, ce sont des personnes qui ont fait la même formation que moi. Faut savoir qu'il y a quand même des gens qui viennent de l'étranger pour faire cette formation-là. Donc, non, le niveau de ce qu'il y a est bien. Après, ceux qui ne vont pas passer leur CAP ou qui vont pas dans une formation là, qui soit très complète, c'est vrai que moi c'est avec mon œil d'artisane aiguisée qui veut que les tranches soient filetées, poncées, rondes, teintées, cire d'abeille, voilà, etc. Forcément, il y a chez des marques, mais comme vous, si vous allez voir un site, vous allez faire il a fait comme ça, il a utilisé le template un tel, etc. Ou pourquoi il a pas mis la couleur en tel. Voilà, je vais voir, mais ça c'est parce que j'ai un niveau d'exigence et de qualité qui va au-delà de l'artisanat. Je forme des gens aujourd'hui dans des usines, je fais de la réparation sur des sacs très haut de gamme ou des très vieux sacs sur lesquels ça demande une technicité. Donc c'est plutôt cet œil-là qui va juger le travail de l'autre. Mais en technique, pas en style. Ouais. En style,
Je suis même admirative de ce que certaines personnes arrivent à faire, à inventer des nouvelles façons de porter un sac ou autre. Moi, je suis plutôt dans... Je vais essayer de faire le moins de découpes possible et de voir comment je vais monter le sac et quelle forme ça va donner au cuir. Donc, quand je réfléchis un petit peu à ce qui est esthétique, du coup. Et tu vois, je sens qu'il y a quand même une certaine recherche d'excellence dans ce que tu fais, d'expertise quand même assez pointue. C'est un truc que tu as toujours eu en toi, cette recherche vraiment d'aller sur un niveau d'exigence très élevé? Ou est-ce que c'est ce travail-là qui t'a amené à ce niveau-là? Je pense que c'est juste quand j'aime quelque chose. Voilà. Parce que quand j'étais jeune, je me forçais à faire des alexandrins avec des rimes riches, exactement tout. Voilà, donc non, j'aime bien l'exercice difficile, mais si j'aime la chose. Okay. Voilà, c'est tout. Donc là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait. Et puis aussi, le fait d'être... j'ai choisi d'être seule dans mon atelier. Le fait de faire ce choix d'être seule, moi j'ai eu une maîtrise de lettres. J'ai enseigné le français au début. Là, par exemple, en faisant mon site, j'ai dû faire mes textes. J'ai dû... le maquillage, le côté scénographique, ça m'aide pour ma vitrine. Ça m'aide pour plein de choses, en fait. Et donc, les petites vies que j'ai eues avant, qui font partie de la grande vie, m'emmènent aujourd'hui là où je suis et comment je suis dans l'atelier et comment j'aborde justement mon travail. Et du coup, tu vois, tu nous as parlé un petit peu de comment tu en es arrivé à travailler le cuir. Tu nous as dit que tu étais tombé en amour avec ce point sellier si particulier. Est-ce que c'est cette technique qui t'a embarqué dans ce métier-là? Est-ce que c'est la matière en elle-même? Est-ce que c'est ce qu'elle offre comme capacité? Enfin, tu vois, c'est quoi le truc qui t'a fait sombrer? Ouais, non, c'est vraiment la technique de la couture main. Ouais. Et puis après, utiliser certains outils. Voilà, j'ai mon outil préféré. Enfin, mes outils, je les ai achetés beaucoup sur des brocantes ou déjà utilisés et anciens. L'utilisation surtout des outils et de ne pas utiliser une machine. Voilà. Donc, mais j'utilise un ordinateur parce que j'ai fait mon site, donc voilà. Et c'est une envie particulière de dire je veux le faire comme à l'ancienne, je veux pas de machine? Ou c'est spécifiquement ce type de point-là? Enfin, tu vois, j'essaie de voir si... Ouais, non, en fait, ce type de point-là n'est pas imitable par la machine à coudre. Okay. Voilà, sinon tout le monde l'aurait fait. Et puis surtout, il a une grosse différence, c'est que, bon là je pars un peu technique, mais sur une machine à coudre, il y a 2 bobines, enfin la bobine, la canette, donc il y a 2 fils, et il y a une seule aiguille qui fait une boucle. Donc il y a, voilà. Alors que là, moi j'ai un seul fil, et qui n'est pas du tout un fil synthétique, c'est un fil de lin, que je gaine à la cire d'abeille, et j'ai 2 aiguilles. Donc en fait, ça fait un système de poulies. Les 2 aiguilles passent chacune dans le même trou. Okay. Donc en fait, c'est quasi indestructible. Et même quand c'est destructible, parce que ça travaille énormément à un certain endroit du sac, en fait, c'est réparable. Alors que la couture machine, il y a de très bons techniciens et techniciennes de machines, mais c'est beaucoup plus difficile à les repasser dans les trous, etc. Là, la couture main, c'est... Donc tu prends plus de temps à la confection pour quelque chose qui en fait va durer beaucoup plus longtemps. Ah oui, alors moi je garantis ma couture à vie. Ok. Voilà. Donc s'il y a un point qui se défait un jour, non mais ça arrive, hein, c'est pas de, je la reprends et moi ça me prend, je sais pas, une demi-heure de reprendre là où c'est parti et ça repartira pour 10 ans. Donc c'est pas un rejet du progrès en tant que tel, t'es pas dans le refus de la machine? Pas du tout. Non, c'est juste que j'ai du mal avec les machines. En fait, presque les machines me font peur en fait. Elles m'énervent dès qu'il y a un truc qui va pas. Enfin moi j'ai pas du tout cette appétence pour la réparation de comprendre comment va fonctionner la machine. Alors que ma main, elle est en direct avec mon cerveau. Donc, c'est bon. Ça, je vais arriver à gérer. C'est peut-être plus une façon dont comment c'est fait dans ma tête, en fait. Et du coup, tu parlais des outils, tes outils favoris que tu as trouvés en brocante et compagnie.
C'est-à-dire que même la fabrication des outils que tu utilises aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait quasiment plus ou qui ne se fait plus? Alors, il y en a, on a vraiment de la chance. Alors ça, là, c'est grâce aux grandes maisons. On a de la chance qu'il y a encore des usines, des fabricants, et on a beaucoup de tanneries aussi en France, parce que tout à l'heure, tu as parlé du cuir, la matière, mais en fait, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de coudre à la main sur des cuirs qui ont mal été tannés ou qui viennent hors d'Europe, où c'est pas les mêmes qualités. Les produits chimiques utilisés sont interdits en Europe, ou ce genre de choses. Bon, concrètement, tu m'as dit tout à l'heure, on peut parler comme on veut. Je dis souvent, si c'est un cuir de merde, ça ne m'intéresse pas. Parce que la technique que je vais apporter, elle va servir le cuir qui va tenir. Quand on me rapporte un sac, parfois, c'est le cuir qui s'est déchiré. Donc en fait, je peux bricoler un peu ou autre, mais la plupart du temps, ça vaut pas le coup. Si c'est la couture qui s'est défaite et que le cuir est en très bonne qualité, et ben là, carrément, on va aller faire la seconde vie, la troisième vie, la quatrième vie de l'objet. Donc moi, je veux travailler ma technique sur un cuir qui va durer. Donc évidemment que j'ai envie de travailler des belles matières. Est-ce que ça, pour nous, néophytes, c'est un moyen de voir si le blouson qu'on a est un bon cuir ou un mauvais cuir? C'est-à-dire si c'est la couture qui s'abîme, a priori c'est un bon cuir, si c'est le cuir en lui-même? Sur un blouson, c'est que de la machine, que de la couture machine. Et après, le vêtement, c'est encore pas la même chose. Et la chaussure non plus encore. C'est-à-dire que le montage d'un vêtement, un blouson en général... Si le cuir est bien fait, il va pas changer de couleur rapidement. Et les coutures elles vont tenir, parce qu'en plus, sous un blouson, en général, il y a 2 voire 3 coutures au niveau des assemblages, parce qu'il y a un piqué retourné et 2 coutures à plat qui vont aplatir. Il y a aussi la doublure à l'intérieur qui tient. Donc, normalement, un blouson, même avec un cuir pas top, ça tient bien, un blouson. Alors, c'est marrant, parce que dans ce petit élément que tu viens de raconter où tu nous parles du blouson, moi, de ce que j'ai compris dans tout ce que tu as raconté, c'est que tu fais pas de blouson aujourd'hui. Enfin, c'est pas ton métier. En fait, je ne fais pas de vêtements. Ouais. Voilà. Et malgré tout, tu vois, je te pose une question sur le vêtement, tu as quand même une vision assez technique, une compréhension assez technique du fonctionnement du vêtement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, tu vois, moi, je fais quelques vidéos sur TikTok dans ce podcast. Et il y a pas très longtemps, il y a un dev qui est passé dans cette chaise. Et il y a un extrait qu'il a fait qui a explosé. Je crois qu'on est monté à 80 000 vues, ce qui est colossal à l'échelle de mon podcast sur TikTok. Où en fait, il expliquait que lui, il voit trop de jeunes qui arrivent aujourd'hui dans le métier de dev et qui ne comprennent rien à des problématiques réseau, système, tu vois, qui ont pas une vision globale en fait de c'est quoi l'informatique et qu'est-ce qui se passe quand je clique à tel endroit, en fait, de tous les éléments qui vont s'imbriquer. Juste, eux, ils connaissent leur dev, leur outil, et ils savent pas le reste. Moi, de ce que je perçois de cette histoire sur le manteau, en fait, c'est que toi, aujourd'hui, le travail du cuir, je pourrais te montrer une selle de cheval, tu serais pas forcément capable de la refaire telle quelle, bien évidemment, parce que j'imagine que c'est un métier à part, mais tu as quand même une compréhension assez poussée de comment ça marche, comment ça a été fait, c'est pas mon métier, donc tu vois, je peux pas imaginer beaucoup de choses, mais tu vois, je sens que tu as quand même une vision très vaste de pas uniquement ton métier, mais de tout ce qui touche à l'utilisation du cuir en général. Oui, après j'espère que, je conseille aux gens de faire ça dans leur métier en général, c'est d'aller voir les consoeurs, les confrères. C'est pas parce que je suis seule dans mon atelier que je connais aucun artisan. Pour moi, j'ai pas du tout de concurrents. On s'aide dans ma rue. Je suis arrivée, j'étais toute seule, et là on est 3 maroquiniers. On s'aide. Il y a le cordonnier, je suis allée le voir, je lui ai parlé. Quand je suis arrivée, il s'avère que sa nièce et sa fille sont dans le cuir et qu'ils ont des ateliers. Donc je suis allée dans les ateliers. Donc j'ai travaillé un peu comme ça. C'est une question de curiosité générale, mais de comprendre. Pour le blouson, par exemple, c'est parce que au début, on m'a amené des blousons à réparer. Et je fais, je fais pas de machine à coudre, je fais pas de vêtements. Je me dis, je vais quand même regarder. Voilà, parce que quand j'ai ouvert mon atelier sur rue, parce qu'avant j'en avais un autre dans une pépinière d'entreprise, quand j'ai ouvert mon atelier sur rue, évidemment, tous les gens de la rue sont venus et m'ont demandé, c'est du cuir, voilà. Donc j'ai fait des réparations et c'est comme ça que j'ai vu comment c'était monté, quoi. Oui, mais tu vois, est-ce que dans tous les professionnels que tu côtoies, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont tous cet intérêt pour les métiers connexes, on va dire, ou t'en as qui font ça
Parce que c'est leur métier, ils font leur taf, et puis à 17h, ils ferment leur boutique et basta. Disons que au début, quand tu disais oui, voilà, je suis serre maroquinière, on me dit souvent ah, tu fais des sacs. Non, je ne fais pas des sacs. Alors peut-être que toi, dans ton métier, les gens disent ah non, je fais pas des sites web parce qu'en fait, c'est peut-être on n'a pas forcément envie d'être réduit à ça. Et moi, je n'avais pas du tout envie d'être réduite à ça puisque j'avais pas envie. Je me suis pas lancée là-dedans pour faire des sacs. Du tout. Je me suis lancée là-dedans parce que, comme tu l'as dit, j'ai découvert la couture main, j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses pérennes, dans un matériau. Enfin, c'est ça que j'ai découvert. Alors, j'ai appris à faire des articles dits de maroquinerie. Donc, c'est ça que j'ai continué. Parce que la chaussure, c'est une autre formation. Et le vêtement, c'est encore une autre formation. Qui ne m'attirait pas d'ailleurs, pour autant. Mais... pareil, je suis allé, j'ai fait un stage de chaussures de 2 jours pour essayer. Enfin voilà, aller voir un peu, oui, un peu. Mais là, c'est la curiosité, je pense. Je ne sais pas du tout où en sont les autres, mais ça dépend de la motivation, de pourquoi on fait quelque chose, quoi, en fait. Ouais. J'aime beaucoup cette question du pourquoi, et j'aime bien ce fait de dire que toi, t'es pas là pour faire des sacs, t'es là pour travailler quelque chose, pour réaliser un objet que tu as pu designer ou pas d'ailleurs, j'imagine, et apporter ce savoir-faire-là en fait. Alors aujourd'hui, de toute façon, c'est moi qui design tout ce que je fais. Au début, je faisais du prototypage ou autre, mais en fait, bon, ça m'a pas... Enfin, c'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais comme souvent, les choses sont montées à la machine, moi, je pouvais faire le prototype, mais ensuite... il fallait que je pense le montage différemment, etc. Donc, j'ai fait très peu de projets comme ça. Je voulais dire quelque chose et du coup, j'ai oublié. Ça reviendra peut-être. C'était à propos quoi? À propos des outils? À propos du travail du cuir? Du pourquoi? Ouais, du pourquoi. Sur... de quoi on parlait aussi. Ça reviendra dans la conversation. Du coup, on a parlé effectivement des outils. Il y a du coup une spécificité dans ton métier aussi, c'est le rapport à la matière première, à la matière en elle-même. Est-ce que toi, du coup, aujourd'hui, au simple toucher, tu vois, j'ai fait une dégustation de vin il y a pas très longtemps, et je trouve que les sommeliers, c'est assez fou, c'est-à-dire qu'ils regardent un verre de vin, ils le sentent, et ils arrivent à te dire, ça vient de telle région, c'est tel cépage. Sur photo, moi, parfois. Ouais, pour des réparations ou des choses, des fois, on m'envoie des photos. Je dis, je veux bien vérifier en vrai, mais là, c'est pas du cuir. Donc, la réparation va pas valoir le coup. Non, oui, sur photo, il y a des choses que je peux voir déjà. Après, il y a toucher. Mais est-ce que, par exemple, toi, au toucher, tu es capable de te dire, de reconnaître, ça, c'est un cuir de telle maison, c'est une vache qui vient de tel coin, qui a passé 6 mois au soleil Tel coin, non, mais je vais pouvoir dire quel type de tannage c'est. Si c'est tannage minéral, tannage végétal, je vais... voir s'il y a du carton à l'intérieur ou comment est la doublure. Oui, au grain, on reconnaît l'animal. En général, si c'est plaqué, de toute façon, ça va être de la vache. Puis tous les grains que vous voyez, il y en a très peu qui sont naturels. Ce sont des plaques qui sont mises dessus. Oui, évidemment. Mais c'est à force. Hein. Ouais, j'imagine. Et aujourd'hui, ce rapport à la matière première, c'est-à-dire que quand tu dois construire un sac, tu as plusieurs types de cuir que tu dois utiliser pour un même sac, en fonction de l'endroit où c'est et compagnie, ou tu vas chercher un type de cuir qui va pouvoir tout faire? Alors, non, effectivement, ça dépend. Alors, c'est plutôt, par exemple, pour la petite maroquinerie, c'est plus intéressant de prendre de la chèvre, mais c'est un grain très spécifique, ce qui fait que souvent, je fais un mélange entre chèvre et veau, quand je propose aux gens. C'est ça, je reviens. Je voulais parler du sur-mesure quand tu parlais de... Voilà, donc quand je propose aux gens, évidemment, je vais pas faire un sac en agneau. Je vais faire la doublure si le sac est doublé. Mais sinon, oui, parce qu'il va trop se détendre. Ensuite, les cuirs, on les travaille, on les prépare. Donc on les affine. J'ai des pots qui font 4 mètres carrés et j'en ai qui font un demi-mètre carré. Ça dépend évidemment de la taille de l'animal. Et puis l'épaisseur est aussi en conséquence. Il peut être très souple, il peut être très rigide, il peut être gras, il peut être
pas grave. Enfin, il y a tellement de paramètres qu'effectivement, je réfléchis. Moi, quand je fais une création, et sinon, quand je co-crée avec quelqu'un, voilà, quand les gens viennent, oui, voilà, je voulais revenir tout à l'heure quand tu disais, oui, je sais pas si c'est toi qui crée tout, etc. Aujourd'hui, oui, c'est moi qui crée tout. Mais c'est co-créé, c'est-à-dire que les gens viennent beaucoup justement pour du sur-mesure. Donc là, moi j'ai un petit peu ma routine de questions à poser sur de quoi la personne a vraiment besoin, qu'est-ce qu'elle veut mettre dedans, quel rendu elle veut, bien avant de parler de style et de couleur. Je suis d'abord sur quelles contraintes techniques je vais avoir pour ensuite adapter ou choisir le bon cuir par rapport à ça. Si la personne me dit oui mais je veux ce cuir là mais qu'il soit rigide, je sais que je vais devoir le tripler, donc mettre quelque chose à l'intérieur, une troisième partie de cuir ou autre, ou alors je vais dire là vous pouvez avoir ça mais ça va être très souple ou autre. Alors la personne me dit oui pas de problème, donc du coup pas de problème, mais au moins elle le sait. Ouais. Et du coup ce rapport au client, nous, c'est des choses qu'on a aussi. Hein, quand on demande de créer une application mobile ou un site web, on est face à quelqu'un qui a une perception un peu faussée de notre métier, on va dire, et là je pense de notre expertise. au compte les clients. Voilà. Enfin, ça, je le suis, ouais. Et est-ce que du coup, toi aussi, tu as t'as un travail de diplomatie, mais aussi du coup de pédagogie de ton client pour lui dire écoute, oui, ce que tu veux, c'est bien, mais en fait, ça va coûter 12 000 €, donc on change complètement de gamme, ou ça va prendre 6 mois, ou... Je ne sais pas si je suis très pédagogue. Alors, j'organise des ateliers découvertes. Donc, les gens en ressortent, j'adore, oui, ça se voit que tu as été prof. Bon, là, il y a un truc, voilà. Mais peut-être parce que je suis dans le cadre de on sait ce qu'on va faire de A à Z, je sais que vous êtes novice, vous venez découvrir, etc. Pour le reste, je suis certainement moins pédagogue. Sûrement à force d'avoir des interrogations. Je sais pas. Je suis assez franche en fait. Donc voilà, par exemple l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, cuir de merde, je le dis. Quand quelqu'un vient, oui, il y a des gens, ils sont dégoûtés, ils ont acheté un sac 400 €, mais le cuir n'a pas tenu parce qu'en fait dans les 400 €, il n'y a pas 300 € de cuir. Donc là, je peux apprendre aux gens que oui, quand vous achetez un cuir, attention à ci ou à ça, etc. Dans la réparation, c'est pareil. J'essaye de donner un maximum d'infos aux gens pour pas qu'ils se fassent avoir, puisqu'il n'y a pas d'étiquette sur les sacs. Et du coup, comment est-ce que ça t'arrive d'avoir un client qui te dit en fait c'est pas du tout ce que j'avais en tête, ou en fait il faudrait rajouter une poche de plus à l'intérieur, et est-ce que tu as ce type de cas-là? Alors, c'est arrivé une fois sur un porte-clés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, la personne ne m'a pas laissé ses clés. Donc, j'avais pris le contour de la clé. Et je sais pas, en mettant l'anneau, j'avais pas pensé au poids. En fait, c'est un porte-clés qui allait se replier sur lui-même. Bon, bref, il avait une demande spécifique. Et du coup, en mettant le poids, du coup, j'avais mis l'anneau trop bas. Donc la clé dépassée du... du coup, la clé dépassait genre de 4 mm. Mais comme c'était pour mettre dans sa poche et que ça râpe pas ou autre, voilà. Donc, rien, j'ai juste dit, je vous le refais, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Donc là, j'ai un paramètre que j'avais pas pris en compte. Mais non, sinon, je pense que je pose assez de questions pour être sûr de ce que je fais. Non, sinon, il n'y a pas eu de... Il y a des gens qui repassent en me disant « Ah, j'utilise toujours hein. !» Ouf. mais du coup, tu as toutes ces questions que tu poses qui te permettent d'éviter justement le client qui, après tout ce travail, te dit en fait, c'est pas ça que je voulais. Est-ce que c'est venu avec l'expérience où du coup, tu as eu pas mal d'erreurs, tu as eu pas mal de cas de clients? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu fais attention à la clé pour pas qu'elle dépasse justement de quelques millimètres? Est-ce que ça passe par ce travail d'essai et d'erreur? J'ai pas l'impression, parce que comme je disais tout à l'heure, la façon dont je fonctionne, je suis plutôt à tout envisager. Donc du coup, non, je pense que c'est de la prévoyance en fait.
Je trouve ça assez fou, ce côté alors que tu appelles prévoyance, mais ce fait que tu envisages tout. Tu as évoqué un truc tout à l'heure aussi, ce que j'avais noté pour y revenir. Tu nous disais que, je ne sais plus de quel objet tu parlais, mais tu nous disais, je ne prendrai pas de l'agneau parce que ça va s'étendre, Oui. ça va se détendre. C'est-à-dire que du coup, tu as aussi une expertise sur la vie de la matière, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est une matière vivante, et donc en fait, le produit que tu confectionnes aujourd'hui ne sera pas le produit qui existera dans 10 ans, donc il faut que tu anticipes aussi à quoi ça va ressembler 10 ans plus tard. Bah, j'ai fait une petite affichette dans ma vitrine ces derniers mois où il y avait écrit pas d'obsolescence programmée ici. Parce qu'il y en a pas. C'est pas fait pour ça. Non, complètement. J'ai pas du tout envie que la personne revienne. En fait, c'est bizarre de dire ça mais parce que je fais quand même du commerce. Mais en fait, au contraire, elle revient parce que c'était comme elle voulait. Parfois, il y a des gens qui sont même surpris. Il y en a qui me... à force, maintenant, j'ai quand même pas mal... Au début, les gens, il fallait quand même que j'arrive à les convaincre de me faire confiance parce que j'avais pas de photos. Puis alors... L'erreur de débutant, c'est justement de ne pas prendre en photo. Et tous les premiers trucs que j'ai faits, je les prenais même pas en photo. Donc je disais, ah oui, ça j'ai déjà fait. Non, mais ça je sais faire. Puis en fait, évidemment, les premiers ont été un peu fous, parce que j'avais pas d'image à leur montrer. Bon, maintenant, en plus, on a beaucoup évolué, Instagram est arrivé, etc. Donc il y a on peut beaucoup plus montrer. Puis même les téléphones, on peut quand même faire des photos magnifiques et mettre en valeur ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, je peux quand même beaucoup plus montrer ce que je fais, rien que le fait d'être aussi sur la rue et d'avoir des articles à l'intérieur, les gens voient bien ce que j'ai réussi à faire, quoi. Quand ils voient des pièces que j'avais faites pour des expositions, évidemment, je les vends pas et puis ils vont pas me commander le même parce que ce serait hors de leur budget. Mais en le voyant, et quand je leur explique pourquoi j'ai fait cette armure, pourquoi j'ai utilisé du fil métallique et pas en matière organique, donc et que je leur explique la difficulté, ils font « Ah ouais. » Donc bon, là, du coup, ils ont un peu plus confiance. Mais c'est vrai que tout penser comme ça, c'est surtout pour la satisfaction. Je l'aime moins aujourd'hui, mais très longtemps, j'ai eu extrêmement peur au moment où les gens revenaient. Ouais. J'étais comme avant une première de montée sur scène, comme avant un bac blanc ou un bac tout court, quoi, parce que j'avais peur que tout ce que j'avais dit à la personne, puis moi j'ai beau faire de la peinture, je dessine pas bien, donc moi je fais comme ça, un rectangle, un truc, je dis oui voilà, ça va être là. Il est évident que pour la personne il faut vraiment avoir confiance ou réussir à se projeter, donc j'ai moins ça aujourd'hui, mais ouais, après il y a beaucoup de gens qui me laissent parce que justement maintenant ils ont vu des images. Oh, ça, je vous fais confiance. Oh, je sais pas. Et je les emmène vers... Parce qu'en fait, si je laissais trop faire les gens, on ferait que du noir et du marron. Et en fait, non. Faut un peu qu'ils se surprennent. Ce qui fait que, du coup, quand je parle avec eux et que je leur pose des questions, j'arrive à les emmener vers un fil de couleur, une doublure qui va à un autre. Et très souvent, les gens sont même surpris de leur choix. Parce qu'ils vont plutôt aller vers un matériau et pas juste du noir. Voilà. Et ils vont aller, mais celle-ci, ah oui, c'est vrai, elle est belle. Ah ouais, il y a le côté souple. Ah ouais, je vois ça, je voulais ça, mais en fait, non. Et puis, du coup, en parlant, ils ont confiance et puis ils vont partir avec quelque chose d'autre que ce à quoi ils pensaient au départ. En fait. Okay. Je vais te prendre la phrase je veux pas que les clients reviennent. Parce qu'en fait, c'est fort en sens, en fait. C'est ce côté de te dire, en fait, moi, je maîtrise mon taf. Et je vous fais un truc qui va durer 10 ans. Donc, vous n'aurez pas besoin de revenir. Je ne veux pas que vous reveniez. Et je trouve ça assez fort, en fait, comme image. Parce que moi, tu vois, j'ai été ce qu'on appelle CTO. Donc, ça veut dire Chief Technological Officer. Donc, je chapeautais une équipe de dev. Je structurais toute l'application, tout le site web, tous les services qui gravitaient autour. Et en fait, quand je concevais quelque chose, il fallait que je me dise, OK, donc aujourd'hui... l'équipe marketing, l'équipe produit me demande de faire tel truc, mais il faut que j'imagine que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ce truc-là, ça aura peut-être changé vers tel truc, peut-être qu'il y aura 10 millions d'utilisateurs, peut-être qu'il n'y en aura que 100 000, mais tu vois, il faut que tu dimensionnes ton truc en disant, ok, ce sera quoi plus tard,
pour pas que plus tard, ça te prenne 6 mois à nouveau pour faire une évolution et compagnie. Donc, tu vois, il faut effectivement penser au truc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que le code concret, c'est quelque chose de vivant, que le code évolue et qui pourrit en fait avec le temps, et qu'il faut le retravailler. Donc, on n'a pas ce côté d'étirement de la matière comme ce que toi tu peux avoir avec le cuir, mais on a aussi ce concept d'usure et d'évolution qu'il faut prévoir. Et donc j'aime beaucoup cette phrase, je veux pas que les clients reviennent parce que tu projettes le truc plus loin. Ça fait partie pour toi de cette recherche d'excellence que tu essayes d'avoir cette vision très, très globale de tous les métiers connexes, mais aussi de l'expertise sur la vie du produit ou ce genre de choses? Sûrement. C'est pas forcément quelque chose que j'ai réfléchi ou j'ai pris le recul dessus. Mais je sais aujourd'hui que si je sais faire ce que je sais faire, évidemment c'est parce que j'aime ce que je fais, mais parce que je suis curieuse et que j'essaye des choses. Ouais. Pour partir sur un autre sujet, il y a, nous, dans le monde du dev, une tendance qui se fait de plus en plus, que j'évoque souvent sur ce sujet, qu'on appelle l'éco-conception. C'est-à-dire que faire tourner un service comme Netflix, comme Facebook, comme Twitter, ça demande beaucoup de machines, donc ça demande beaucoup d'électricité, donc ça consomme beaucoup d'énergie, donc ça a un impact fort sur les écosystèmes. Donc on nous demande aujourd'hui de faire des applications qui consomment le moins possible, qui ont cette démarche d'éco-conception, donc de concevoir des applications éco-responsables. On a plein de sujets de sobriété, d'inclusivité, enfin bref, il y a des tas de choses qu'il faut prendre en compte, qui ajoutent une complexité en plus, en tout cas un critère de plus qu'il faut prendre en compte quand tu conçois un produit. Et j'imagine que toi, dans le travail du cuir, c'est comme une industrie qui a des opposants assez forts dans le monde des véganes et compagnie. Est-ce que c'est des sujets que vous avez aussi aujourd'hui de devoir repenser la manière dont vous travaillez pour prendre en compte des enjeux sociétaux qui évoluent du coup avec le temps? Oui, alors déjà, je serais très curieuse de savoir comment on peut faire justement pour utiliser moins d'énergie sur une appli. Voilà, peut-être mettre le fond en noir, enfin voilà. Par exemple, exactement. Voilà, ça c'est sur mon Bien téléphone, mais bon. Du coup, en fait, moi en tant qu'artisane indépendante toute seule, de facto, je pollue pas énormément. Ensuite, j'ai pas un fond de roulement complètement extraordinaire. Donc du coup, moi, les pots, je les utilise jusqu'au bout, jusqu'à faire des porte-clés. Voilà. J'achète mes cuirs chez des revendeurs ou à des tanneries qui vendent à la peau et pas à la palette. Donc en fait, j'achète que ce dont j'ai besoin. Alors évidemment, j'ai du stock à l'atelier, mais j'ai du stock parce que j'avais besoin d'un rouge, j'avais besoin d'un vert, j'avais besoin de ça. Ou bon, j'avoue, j'ai kiffé la peau, je l'ai prise parce que je me suis dit un jour, je vais faire quelque chose dedans. Donc il y en a toujours comme ça, 2 ou 3 qui restent en suspens jusqu'à ce qu'un jour ils deviennent quelque chose. Mais c'est pas grave, je les regarde en attendant d'avoir l'inspiration. Mais comme ça, oui, forcément. Moi, à mon échelle, j'ai pas cette problématique-là. C'est plutôt les industries, quoi. Après, on a quand même pas mal de normes en Europe. Et ça me fait le petit pont avec tout à l'heure, quand je disais cuir qui viennent d'ailleurs ou autres, etc. Moi, j'ai eu la chance de croiser un député dont je ne me souviens pas le nom, mais qui me parlait un peu de mon métier, ce qui manquait. Je dis, moi, il me manque des étiquettes, en fait. Alors, donc pour l'instant, déjà, c'est pas très clair forcément sur la bouffe, mais il manque des étiquettes sur le cuir parce que, voilà, quand une marque française, c'est obligé d'être marqué où c'est fabriqué, ce qui est très bien. Et d'ailleurs, en Italie, ils fabriquent très bien, en Portugal aussi. Je ne suis pas forcément made in France. Tant que c'est bien fait, en fait, c'est juste bien fait. Et pour le cuir, en fait, il faut que le consommateur sache que quand il tient la poignée de son sac qui a été avec un cuir tanné dans des conditions où des enfants travaillent, ils ont les mains sans aucune protection, que ça va dans les rivières sans être filtré, il devrait savoir que le sac à 400 €, le cuir vient de là-bas. Voilà. Donc après, ils s'en fichent ou ils achètent en conscience ou non, mais ça devrait être marqué.
Parce que du coup, aujourd'hui, il n'y a aucune obligation d'indiquer l'origine Non, du alors cuir en tant que tel. la seule obligation, c'est de marquer cuir ou pas cuir. D'ailleurs, la loi a changé là-dessus. Cuir, c'est que s'il y a la fleur. Donc la fleur, c'est la partie superficielle, Ok. fleur de peau. C'est là où les fibres de collagène sont les plus resserrées. Voilà. C'est pour ça qu'on peut affiner du cuir et que plus le cuir est bon, plus la fleur est belle, plus le cuir est bon et va durer dans le temps. Donc voilà, on peut plus dire cuir si c'est juste de la croûte. Ça a changé. Mais sinon, non, il n'y a pas d'obligation Ok. de dire la provenance. En même temps, nous, dans notre métier, on n'a absolument qu'une obligation. À part depuis RGPD, à la rigueur, où maintenant on est obligé de dire qu'on utilise les données personnelles de manière responsable, ce genre de choses. Mais c'est vrai que pendant longtemps, nous, on était absolument... Enfin, il n'y a aucune régulation. C'est-à-dire que tu peux visiter un site qui est hébergé n'importe où dans le monde dans des conditions déplorables. Les gens ne le savent absolument pas, quoi. Enfin, Donc- Visiter un site, ça veut dire aller voir comment il est codé ? Non, Non. toi, en tant que visiteur, oui, quand ok. tu vas visiter un Oui. site, il peut être hébergé n'importe où dans le monde, en fait. Tu sais pas. Et donc Oui, ça, oui, ça oui, peut oui. être... Oui. donc c'est un contexte effectivement un petit peu différent. Mm. Après, on peut prendre des boîtes françaises. Hein. Oui. Oui, mais tu vois, comme nous, on n'a aucune législation sur afficher les choses. Oui. Bah en fait... Mais en fait, les gens ne le savent pas forcément. Moi, j'ai un cousin qui est très geek. Et donc, c'est lui qui m'a fait être hébergé chez les Français, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est juste génial parce que je prends mon téléphone, j'appelle, on me répond. Voilà. Enfin, ça, j'aime bien. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des artisans qui vont dire « Oh là là, j'ai un problème avec mon site, j'ai ci, j'ai ça, etc. » Bah oui, mais c'est vrai que... Alors, il y a des choses, par exemple, pour vendre en ligne, je suis sur une plateforme américaine. Hein. J'avais pas le choix parce que aussi avec Meta, en fait, eux ils donnent des agréments qu'à certaines personnes, etc. Donc à un moment donné, il faut rentrer dans le jeu parce que si on se digitalise pas, même si on est un pignon sur rue, c'est pas comme ça qu'on va trouver des clients, hein, enfin des nouveaux clients. Donc il faut se digitaliser. Mais il y a des solutions dans plein de petites choses. Ouais. Il y a un dernier parallèle que j'ai envie de creuser aussi, parce que je suis assez fasciné par le fait que ce point cellier que tu travailles, ce côté très ancestral de ce métier. Nous, en tant que dev, on fait un métier qui est très jeune. C'est-à-dire que le dev, ça n'existait pas il y a 50 ans. Si, il y a 50 ans, si, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça n'existait pas il y a un siècle. Et on est dans un métier, en fait, où les choses bougent très vite. Les technos évoluent à toute vitesse. Et quand on a mon âge avancé, il faut se tenir à jour en fait de toutes ces technos-là, ce qui est parfois compliqué. Et on voit des petits jeunes qui débarquent, qui maîtrisent très bien des nouvelles technos et compagnie. Donc on a une obligation, si on veut rester à jour, d'apprendre des nouvelles technos, d'apprendre en permanence. Et du coup, on a tendance dans le monde du dev, on a tous des petits side projects, comme on dit, c'est-à-dire que chez nous, le soir, on va encore coder un petit truc dans une nouvelle techno qu'on va tester, on va se faire un petit truc qui permet d'allumer les lumières quand on rentre. De gérer notre bibliothèque de DVD, à l'époque où il y avait des DVD, de faire des petits trucs comme ça qui nous permettent d'apprendre des nouvelles techno et de rester un petit peu au goût du jour. Et du coup, je trouve ça assez fascinant que toi qui maîtrises ce côté de ne pas vouloir de machine et de travailler cette technique ancestrale, moi si demain, et si en même temps je dis ça, mais en fait si nous on a des gens aujourd'hui qui sont connus comme étant des experts de vieilles techno qui sont quasiment plus utilisés mais qui sont encore présents sur certains trucs et qui du coup font de l'orfèvrerie de dev effectivement extrêmement cher. Je sais pas où est-ce que va ma question, mais du coup c'est est-ce que toi tu essayes quand même d'apprendre, de travailler sur d'autres techniques parfois à droite à gauche en disant tiens je vais essayer quand même un truc pour voir j'ai vu passer un article d'un tel qui avait créé un nouveau truc dans la manière de coller le cuir, je vais essayer, ou tu pars du principe que tu veux au contraire perpétuer une pratique plus ancestrale? Alors, pas du tout et oui en même temps. Okay. Pas du tout dans le sens où il y a des créateurs qui découpent au laser, c'est génial, ça permet de faire des trucs de ouf dans les découpes pour monter des designs, etc. C'est passionnant, je suis déjà dans un atelier où il y avait ça, mais ça m'a pas donné envie de le faire. Voilà.
la couture main, il y a des montages spécifiques qu'on fait, qu'on ne peut pas faire... Non, c'est plutôt des montages qui sont à la machine qu'on ne peut pas faire en couture main. Donc, si je vais aller voir des méthodes de montage machine, que j'ai appris au CAP aussi, hein, je ne vais pas forcément pouvoir les refaire derrière. Parce que je ne vais pas monter mon sac de la même façon. Ok. Donc, se mettre à jour... c'est difficile parce qu'en fait, du coup, j'ai l'impression d'être une vieille croutonne, là. Non, parce mais, que c'est une question à laquelle j'avais jamais réfléchi. Parce que quand je parle, tu vois, de se tenir à jour, alors certes, effectivement, ça inclut aller découvrir un nouvel outil, une nouvelle machine qui permet de faire effectivement je sais pas quoi. Mais pour moi, j'inclus aussi le fait que peut-être qu'on découvre en 2023 que les Mayas, quand ils travaillaient le cuir, en fait, ils avaient une colle particulière qu'on a réussi à reconstituer. Et tu vois, il y a aussi ça, en fait, c'est retrouver des trucs ailleurs, en fait, des techniques que tu connais pas, en fait, que tu apprends pour te dire, tiens, ça peut être intéressant aussi de partir de ce côté-là. Oui, dès que je vais dans un musée ou dans une expo, ou je passe devant quelque chose, je vais regarder, et en fait, je vais regarder comment c'est fait ou autre. Ça, c'est évident. Après, oui, il y a des livres. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu dans chaque métier. Si on est un petit peu curieux ou qu'on a envie de se renseigner pour apprendre, on va ouvrir des bouquins. On va se tenir à jour justement sur la législation, les expos. Par exemple, j'avais vu l'expo d'une grande marque au Grand Palais. C'était génial parce que effectivement, j'allais voir... comment c'était fait. Oui, là, ça était vraiment tout cousu à la main, hein, il y a 150 ans, etc. Donc, c'est de la curiosité sur le montage. Ah tiens, j'avais jamais vu ce type de montage. J'ai de la chance, juste en face de mon atelier, il y a un immense espace sur 4 niveaux qui loue des objets pour le cinéma, la pub ou des choses comme ça. Donc, je leur fais des réparations en cuir. Mais j'ai le droit d'aller dans les tiroirs. Donc, je peux ouvrir un tiroir, voir et tout. Après, il y a des choses qui sont belles et intéressantes, mais qui ne vont pas être adaptées aux usages d'aujourd'hui. Donc, je pense à des façons de fermer avant qu'il y ait des boutons pression pour mettre la monnaie. Une personne m'a demandé d'en faire un. Alors, je lui ai dit... tu vois, il y a eu cet exemple-là. Mais après, moi, je me décharge totalement. Cette personne était venue en me disant, je veux ce modèle-là, donc à l'ancienne, avec la petite patte qui passe dans un passant. Et je lui ai dit, oui, alors si vous mettez beaucoup de monnaie, ça va se relever et s'ouvrir. Ça serait bien qu'on consolide avec un bouton pression. Non, je ne veux pas. Donc j'ai insisté, la personne m'a dit non. Et effectivement, en venant chercher son article, oui, mais là, ça s'ouvre. Bon, là, moi, j'avais prévenu. Donc, je n'estime pas que la personne n'a pas été contente puisque j'ai prévenu. Voilà. Mais oui, ça, par exemple, c'est arrivé. Mais c'est parce que la personne ne veut pas entendre mon diagnostic, en fait. Voilà, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive il n'y a pas très longtemps sur une réparation, par exemple. Bon, après, moi, je ne me laisse pas démonter. Hein. C'est comme ça. On me demande un devis pour une réparation. Donc, j'ai envoyé moi des photos. Tout d'abord, oui, non, peut-être, on verra. Je dis, il y en a pour tant, a priori, mais envoyez-moi des photos de l'intérieur aussi. Et la personne m'a répondu, non, il suffit juste d'enlever ça et d'enlever ça. Voilà. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour pas dire, faites-le vous-même, parce que vraiment, c'est ce que j'avais envie de répondre. Mais du coup, j'ai dit, non, parce qu'en fait, pour enlever ça, il faut découdre ici. Ensuite, il faut l'enlever. On ne peut pas le remettre parce que le métal, une fois coupé, moi, je ne suis pas soudeuse et je ne vais pas pouvoir rifter. Il faut changer cette partie-là pour pouvoir accéder à celle-là. En fait, j'ai dit tout ce qu'il y avait à faire. Du coup, voilà le prix. Mais bon. Ouais, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure sur le côté un peu didacticiel qu'il faut avoir avec certains clients qui... Nous, parfois, on a des clients qui nous disent « ça va, il faut juste mettre le bouton là ». Alors oui, t'es sympa, mais en fait, ton bouton, tu le passes de là à là, en fait, c'est des changements de contexte et compagnie. Les gens forcément ne perçoivent pas, en fait, la complexité de notre métier, ce qui est entièrement normal. Mais c'est vrai que la phrase « ça va, il suffit de faire ça »,
parfois, tu as envie de dire t'es sympa, mais en fait, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Non, il suffit pas de faire ça, quoi. Donc, je comprends complètement. J'avais une dernière question. Oui, juste pour terminer du coup sur le point, tu nous disais tout à l'heure que j'ai cru comprendre que tu avais fait une armure ou quelque chose. T'as des projets comme ça que tu fais de manière entièrement personnelle pour expérimenter, développer, travailler ton art? Alors, ça fait 9 ans que j'ai mon sac à main. Ça fait 8 mois que je veux m'en faire un. J'ai pas encore trouvé le temps. Mais je sais ce que je veux. C'est juste, je suis pas définie non plus encore sur le cuir. Voilà. Oui, l'armure, c'est pareil. C'est par plaisir, en fait. Je voulais... Bon, je suis allée faire un stage de 3 jours chez des costumiers. Et du coup, parce que je voulais faire une armure. Mais du coup, comme j'avais jamais fait de vêtements... le fait de poser sur un 3D, un mannequin, bah, ça me faisait flipper parce que j'avais... Donc voilà, je suis allée apprendre chez ceux qui savaient pour pouvoir faire ça. Mais là, à part me faire un sac, mais pour lequel j'ai déjà fait faire le fermoir. Donc le fermoir est déjà fait. Et t'as des projets perso que tu commences et que tu finis jamais vraiment, qui restent à moitié collés ou à moitié cousus Ça, non. C'est-à-dire que si je fais le prototype, c'est juste qu'après, je décide de pas le montrer ou je le sors pas tout de suite. Mais non. Quand tu commences, ça va jusqu'au bout. Oui, oui. Même, il y a pas mal de gens qui sont... Enfin, je dis je dessine mal parce que faut quand même que je montre un peu aux gens des fois des choses. Mais sinon, moi, je dessine très peu. J'imagine et après, je vais dedans. Okay. Voilà. Pour terminer, tu nous disais au début que la formation que toi t'as faite, c'était la dernière promo cette année, et du coup il continue pas l'année prochaine cette formation de travail de cuir. Est-ce qu'il y a une crainte ou un doute sur j'arrive pas à trouver le mot, mais sur la continuité de l'apprentissage et de l'enseignement de ce métier à travers le temps, et qu'en fait les choses s'informatisent entre guillemets ou se modernisent trop et du coup ces techniques tendent à disparaître? Est-ce que pour toi c'est quelque chose, ça fait 2000 ans qu'on travaille le cuir comme ça et on le fera encore dans 2000 ans? Non, c'est certain qu'il y a déjà des choses qui disparaissent. Parce que la formation que j'ai faite, déjà, moi à mon époque, on faisait plus de couture main que de couture machine. Et en 12 ans, y en a qui survolaient juste la couture main. Donc déjà, ça, c'est... Et le CAP de sellier n'existait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai un CAP de maroquinier. Et pendant le CAP, on ne fait que de la couture machine. Mais moi, j'ai appris parce que dans cette école, il y avait cette tradition, parce que la plupart des gens allaient travailler chez Hermès par la suite, etc. Mais non, ça se perd, comme plein de métiers, quoi. Et avec les ateliers découvertes, avec ce que peuvent faire les différents gouvernements, les grosses associations, c'est un gros travail de médiatisation. J'espère que ça va continuer. Maintenant, le monde change en fait aussi, et il faut il faut pas de fast fashion parce que ça pollue. Ouais. Mais il faut différentes techniques, parce que tout le monde n'a pas non plus les mêmes besoins. Si on faisait tous à la main comme ça, on n'aurait pas des super sacs à dos avec 25 trucs dans des nouveaux matériaux ou autres. Donc non, il faut que ça change. Tout à l'heure, tu m'as parlé de peut-être certaines personnes qui allaient contre l'industrie du cuir, etc. Bon, à la base, le cuir, c'est un déchet. Donc on empêche qu'il putréfie. Évidemment, quand on élève des crocos qui sont destinés à faire des sacs en croco, là oui, il peut y avoir une question éthique, tout à fait. Maintenant, il faut savoir que c'est très réglementé et chaque animal a un passeport. Donc il y a beaucoup d'espèces comme ça où chaque animal a son passeport et on peut pas faire n'importe quoi du tout. Sous réserve d'être dans des contextes régulés, parce que tu le disais aussi, il y a des pays où c'est
Où c'est beaucoup moins régulé et du coup, peut-être que tu peux te récupérer des pots de... Beaucoup moins. Ok. Il y a eu des années, oui. Maintenant, quasiment pas. Ok. Non, Ce qui est quasiment une bonne pas. nouvelle. Parce que justement, en fait, les autorités des pays où il y a ces animaux qui sont chassés, clairement, l'éléphant. Hein. L'éléphant, il n'y en a aucun. Il y a aucun. Tous les éléphants vivent en réserve. Hein. Il n'y a aucun éléphant en liberté totale. Ça n'existe pas. Il y a des braconniers qui se font tuer encore régulièrement parce qu'il y a des gens qui veulent de la peau d'éléphant, qui veulent l'ivoire. C'est pas juste l'ivoire, hein, c'est la queue, les pattes, enfin voilà. Mais du coup, les gouvernements de ces pays-là mettent beaucoup de choses en place pour protéger un patrimoine mondial. Là, on n'est même plus à parler du sac à main au coin de la rue. Là, c'est un patrimoine mondial et tout le monde devrait se sentir concerné. Mais bon. Je sais que c'est la 4e fois que je te dis une dernière question, mais en fait, toujours des questions en plus. On va essayer d'en faire la dernière. C'est quoi le cuir le plus exotique, entre guillemets, que tu as été amené à travailler? Où tu t'es dit, voilà, c'est quand même... De l'éléphant. Ah ouais. C'est super comme cuir. C'est extrêmement... C'est très épais et pourtant on ne tanne que les oreilles. Donc les oreilles sont très épaisses déjà. Et c'est très tendre. Ça a un aspect qui est à la fois aquatique et pas aquatique, c'est-à-dire qu'il y a un effet dessus. Ça a des dessins naturels et en même temps à la fois des petits carrés, des petits ronds et en même temps des grands traits en rides. Et puis si vous mettez la loupe dessus, c'est absolument magique. On a l'impression de survoler la savane. Parce que ces petits traits hautes et ces creux, ça fait comme la terre sèche, les chemins. Je sais pas quel est le terme pour dire ça. Si on peut dire que c'est pas une image, c'est beaucoup plus loin que ça. Une transposition, une personnification. C'est juste très beau. Ouais. Donc c'était très agréable à travailler. Ok. Écoute, ça fait une belle conclusion. Merci pour cet instant de poésie et puis merci pour tout ce que tu nous as appris sur ce métier. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, ça s'inscrit du coup dans cette série un peu spéciale de l'été pour découvrir un peu d'autres métiers et voir si le métier de dev est un métier d'artisan ou d'artiste. On se retrouvera à la rentrée avec un épisode avec Benoît, normalement de Artisan Développeur, pour essayer de faire un peu la synthèse de tout ça et on pourra enfin statuer. Est-ce que le métier de dev est un métier d'artisan ou d'artiste? Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite d'excellentes vacances. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.